Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ravi de vous retrouver ce matin pour l'ultime numéro de Taxi Presse cette semaine. Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pétiesi, le patron du journal Le Libéral, Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative et Loïc Lawson, le patron du journal Flambeau des Démocrates. Nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité cette semaine, la crise qui touche de nouveau le monde universitaire sur les réseaux sociaux. La violence de la répression était inouïe et largement commentée d'ailleurs. Les organisations de la société civile condamnent et exigent la libération des étudiants arrêtés. On va aborder clairement le sujet. Nous parlerons également du malaise qui existe aujourd'hui au sein de la police nationale. Alternative à traiter le sujet, évoquant un curieux arrêté à l'origine d'un grand malaise. 3 fonctionnaires de la police sont arrêtés aujourd'hui. On aura plus d'éléments là-dessus. Et puis, les infrastructures et les braqueurs de la République, c'est le sujet traité cette semaine par le confrère Le Rendez-vous. D'autres sujets évoqués par mes confrères à aborder dans l'émission du jour, comme la réconciliation, celle qui est sélective aujourd'hui, et puis la question des réformes et l'indispensable consensus évoqué par le parti politique UNIR. On abordera clairement, avec clarté, ces sujets à l'antenne tout à l'heure avec mes confrères. Bienvenue. Nous sommes à l'antenne. Merci de nous rejoindre partout où vous nous écoutez. Nous saluons nos amis de Azaon et de Mouepé qui nous suivent fidèlement. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux amis qui sont à l'écoute. Et merci de nous avoir rejoints. Bonjour Abi Alpha. Et bonjour confrère, bonjour à ta rédaction, aux passagers taxis, à tous les frères musulmans et aux admirateurs de ce mois de carême. Oui, ça avance un petit peu. Hein. Ouais, on rend grâce à Dieu. Hier on a bouclé les 21 jours, et aujourd'hui on amorce la dernière décade. Bonne prière et bon recueillement à tous les frères musulmans. La fête, c'est quand finalement? Bon, tu sais, l'autre, sa date n'est pas fixée comme celle de la Tabaski, donc tout est relatif à la... D'accord. On suivra de près et on verra bien. On attend l'arrivée en studio de Fabrice Pétiesi et de Loïc Lawson. Mais on va aborder un sujet brûlant, la crise qui touche de nouveau l'université de Lomé sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Des images qui circulent montrant la violence de la répression qui était finalement inouïe. Ce matin, le confrère Liberté évoque le sujet, nous disant que les organisations de la société civile condamnent justement ces violences et exigent la libération des étudiants qui sont arrêtés. Ferdinand, c'est un fait qui vous choque? Oui, d'abord, c'est devenu des événements cycliques. Moi, je dis, ça ne s'est jamais arrêté depuis notre temps et peut-être avant nous. Ça fait déjà plus de 17 ans que nous, on a quitté le campus. On n'a fait que ça pendant tout le temps qu'on y était. Et les conditions n'ont pas changé. Et c'est ça qui est vraiment surprenant. À part quelques saupoudrages, rien n'a fondamentalement changé. Les étudiants posent toujours les mêmes problèmes et on ne leur apporte jamais de solution à part la violence. Ce qu'on est en train de voir depuis quelques jours est vraiment inquiétant. On a vu les images sur les réseaux sociaux, la violence avec laquelle les forces de l'ordre sont en train de tabasser les étudiants. Hier, moi, j'ai envoyé un journaliste sur le campus. Ils sont rentrés dans les cités, et même dans les cités des filles, ils ont tabassé les gens. Ils ont défoncé... dans les cités? Ah oui, ils ont défoncé des portes. Et je suis tellement choqué que ce matin, je ne sais pas quoi dire parce que je voudrais vraiment pousser un coup de gueule. D'abord, en interpellant le président de l'université. Je crois que... le professeur Kokoroko. Oui, je crois que c'est un jeune, il vient d'avoir à peine 40 ans. Nous qui sommes ici, peut-être, excepté toi, on est plus âgés que lui. Et il a eu un parcours très brillant. Il a pu obtenir une bourse, il est allé étudier à Poitiers. Il est sorti agrégé avant 40 ans. Et Dieu l'a aidé, on l'a nommé président de l'université. Mais la manière dont il est en train de faire recours aux forces de l'ordre pour gérer cette situation m'inquiète. Parce que si lui, il a pu bénéficier des circonstances pour pouvoir terminer ses études, les jeunes d'aujourd'hui demandent aussi les mêmes
faveur pour pouvoir terminer leurs études et être comme lui aujourd'hui. Oui, mais en même temps, ce n'est pas dans la violence que ça va se faire. Les étudiants on peut revendiquer, mais ce n'est pas dans la violence. Les étudiants ne font pas de la violence. Moi, je le dis par expérience. Et sur le campus universitaire, les étudiants n'ont jamais utilisé la violence. C'est lorsque les étudiants sont attaqués, soit par des groupes organisés à la sorte du pouvoir ou par les forces de l'ordre lorsqu'ils sont en âge, que les étudiants sont bien obligés de se défendre. Et c'est toujours comme ça que ça a été. Vous ne verrez jamais un étudiant dans une assemblée générale qui se lève et qui commence par casser ou commence par faire de la violence. C'est lorsqu'on les attaque qu'ils réagissent. Et puis en plus, on laisse les franchises universitaires où vous avez vu, même au-delà, les vigiles qui sont au campus. Je voudrais aussi les interpeller parce que eux, excusez-moi de le dire comme ça, c'est des gens qui n'ont pas raté leur vie, mais qui n'ont pas eu le même parcours académique que les étudiants. Si aujourd'hui ils ont été obligés de faire le gardiennage sur le campus, il faut que demain, le gardiennage qu'ils font aujourd'hui soit en sorte que demain leurs enfants ne soient pas obligés d'être des gardiens, deviennent aussi des étudiants et bénéficient des bonnes conditions. Mais ces vigiles aussi qui ne sont pas des militaires ont des menottes, ils ont des matraques, eux aussi, à Messi, eux aussi participent à réprimer les étudiants. Donc, quand vous voyez les images qui circulent sur les réseaux sociaux et ce que nos reporters nous rapportent sur ce qui se passe au campus, moi je voudrais personnellement interpeller le président de l'université. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a eu une promotion, on est devenu président de l'université à moins de 40 ans, qu'il faut se ranger derrière le régime et réprimer les étudiants à tout. Non, ici il ne s'agit pas de régime, il s'agit de problèmes qui se posent à l'université. Oui, c'est parce que les gens ont des affinités avec le pouvoir qui se donnent des roues libres. Je rappelle que l'actuel président de l'université fait partie de ceux qui sont en train de créer la constitution pour donner les septennats à Faure Gnassingbé. Ça, on en parlera quand ça va arriver. C'est eux qui écrivent la constitution pour donner 7 ans à Faure Gnassingbé. Voilà des gens qui ont à peine 40 ans, qui veulent sauver aujourd'hui un régime de 50 ans. Moi, je me pose des questions. Donc, je dis, cette affaire d'étudiants, les étudiants ne demandent pas de la mer à boire. Les revendications, on les connaît. Ils demandent une augmentation de la bourse, des dates précises pour les tronches. Ils veulent du Wi-Fi. On est allé sur le campus pour dire qu'on leur a donné du Wi-Fi. Il n'y a jamais eu du Wi-Fi sur le campus. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont besoin de ça pour étudier. Surtout lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, avec le système LMD, quand vous n'avez pas tout ça, pour acheter les crédits, pour faire les recherches, vous ne pouvez pas être performant à l'université. Alors, la seule réponse qu'on leur donne, c'est d'envoyer des militaires, des gendarmes plutôt, des policiers, pour les frapper comme on chasse du gibier dans la forêt. Vous avez vu les images? Oui. Moi, je n'en reviens pas. Dans un pays qui se dit civilisé, on ne peut pas faire ça avec des étudiants, avec un président de l'université qui a 40 ans. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui, Abi Alpha, quel est votre commentaire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'université? On sait que la crise au niveau de l'université de Lomé, ça ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, mais est-ce que le pouvoir de Faure Gnassingbé n'a pas les moyens véritablement pour régler ce problème de faute en comble? Je ne sais pas s'ils n'ont pas des moyens, mais du moins ils ont des hommes. Parce que pour un régime qui fait déjà 50 ans et qui a pu déjà avoir dans la jeune génération des quarantaines, des professeurs agrégés, tout ce que vous savez, je crois qu'ils ont le capital humain pour, n'est-ce pas, gérer ce secteur-là. Moi, je dis que ici, là-bas, très souvent, on n'a pas des professeurs à l'université, mais on a des professeurs d'université. C'est-à-dire ils interviennent souvent dans beaucoup d'universités. Oui, ils sont tantôt à Abidjan, tantôt, en tout cas, toujours entre deux avions pour dispenser les cours et tout ce que vous savez. Bon, quand ils vont dans les autres universités de la sous-région, ne serait-ce que pour se limiter ici, est-ce que ce qu'ils voient ici, c'est ça qu'ils voient là-bas? Est-ce que quand ils vont, par exemple, à l'université de Cocody, à Accra à côté, quand ils vont là-bas en tant qu'un professeur qui a pris l'avion du Togo, de Lomé, pour atterrir à Cocody, pour, n'est-ce pas, dispenser 12 heures de cours et revenir, est-ce qu'il arrive à comparer l'université de Lomé aux autres universités de la sous-région où ils interviennent? C'est la question à laquelle je voudrais qu'ils répondent. Et puis quand les étudiants revendiquent, c'est un peu triste parce qu'on n'arrive pas
à leur dire que vous allez au-delà de ce qui vous revient. On reconnaît la pertinence de ce qui revendique, sauf que, soit par une mauvaise volonté politique, soit en tentant de politiser leurs revendications, on veut faire un blocus en, n'est-ce pas, brandissant plus la répression. Hier, quand tu vois... On signale que ça chauffe de nouveau. Actuellement, bien sûr, actuellement. Bien sûr, oui, bien sûr. Hier, ils ont lancé les gaz jusqu'au domicile, jusqu'à dans le local de la radio Pyramide FM. Ils ont reçu du gaz là-bas, dans le domicile. Donc, quand tu regardes les images, quand tu trouves 7 à 8 policiers autour d'un étudiant qui est couché par terre, qu'on frappe comme un paysan qui est en train d'achever un reptile dans un champ, tu vois que ça fait problème. Vous êtes 8 ou 7 autour d'un individu qui n'est pas armé. Vous, parmi vous, si vous tous vous ne portez pas des armes, certains d'entre vous portent des armes. Vous portez des matraques. Cet enfant ne tient rien. Vous l'entourez, vous êtes 7 ou 6. Mais est-ce que vous avez besoin vraiment de le molester de cette façon? Moi, on se comporte comme si on était des miliciens, alors que la police, on a une certaine formation. Et puis, sur les terrains du maintien d'ordre, la plupart d'entre eux, les gendarmes, les policiers, ils ont fait le droit. Ils ont fait le droit et il y a un minimum de notions de droit. Attendez, vous savez, il y a des réalités sur le terrain. C'est-à-dire que vous, policiers, gendarmes, vous faites aussi, on vous lance des cailloux, des trucs assez violents. Je ne refuse pas. Et des fois, on perd le sang-froid. Ça peut arriver. Attendez que j'arrive. Je dis, ils sont il y a une image qui est particulière là-bas. Ils sont sur 7 autour d'un enfant. Deux d'entre eux, pendant que, c'est-à-dire le tabac, comme, je ne sais pas si tu as une fois, tu es une vipère dans un champ, non, tu veux te rassurer qu'il est vraiment mort avant de partir. C'est de cette façon qu'ils frappaient. Ils sont autour de... Donc, les images sont là, on ne fabrique rien. Donc, moi, je me dis, certains d'entre eux ont des menottes. Ils peuvent mettre cet enfant, ce jeune-là, hors d'état de nuire, sans utiliser cette violence. Donc, ça fait problème. Ça fait problème. C'est vrai, nous tous, on est passé par cette case étudiant. Vraiment, plus on avance, plus ça se détériore, plus les conditions de vie se compliquent, et plus les autorités restent braquées par rapport à ce que les étudiants revendiquent. Actuellement, quand on parle de Wi-Fi au campus, moi je crois que ça doit faire honte à ceux qui ont un grain de responsabilité à l'université, parce que à l'heure où nous sommes, l'internet dans un milieu universitaire, c'est comme de l'eau dans une cuisine. Pour commencer, faire une cuisine, le minimum c'est que vous devez avoir de l'eau. Quand on est dans une université où on est en 2017, où les enfants revendiquent Internet, ça fait problème. Ça fait problème. Tu sais, bon, moi je ne sais pas jusqu'où les gens veulent aller, mais je regrette vraiment que ceux qui sont devant cette violence, ce soient des professeurs d'université. Je ne dis pas professeurs à l'université, mais des professeurs d'université. Ils interviennent dans 4-5 universités, je connais beaucoup. Ils sont entre deux avions, ils voient les réalités dans les autres pays. S'ils sont vraiment, ils sont imbus d'une certaine citoyenneté, ils doivent avoir honte de ce qu'ils vivent ici comme université. Merci beaucoup, Abialfa. Bonjour, Loïc Lawson. Bonjour, Erigato. Bonjour, Ferdinand et Abi. Merci de nous avoir rejoints. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de l'université de Lomé? Je viens de passer devant, juste là, au feu rouge, au feu tricolore, on l'appelle. Oui, c'est ça. L'Omégan. Oui, la scène continue. Ça court toujours. Ça court toujours, et les deux camps, si je peux les appeler ainsi, étudiants et militaires, se regardent en chaîne de faïence. Bon, c'est triste. Il faut le dire, c'est triste. Moi, la seule question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que ça? Qu'est-ce qui se passe? Des gens revendiquent, ou bien des gens, avant de revendiquer d'ailleurs, peut-être ils ont déjà soumis leur plateforme revendicative aux autorités universitaires. Qu'est-ce qui a été fait en amont? On a discuté avec eux, on a parlé avec eux, on leur a fait des promesses, je ne sais pas. Pourquoi vouloir, à mon avis, tout de go, vouloir aller avec la force? Une assemblée générale, laissez-la aller jusqu'à son terme. Si, puisque à ce que je sais, c'est l'assemblée générale qui est convoquée, qui a décidé ça. Laissez qu'ils aient à leur place. Vous savez, il y a aussi les normes, hein. C'est ce qu'on nous a dit. Qu'il faut respecter, il y a les conditions dans lesquelles les assemblées générales sont organisées sur le campus. Alors si on ne respecte pas cette condition, c'est normal que les responsables de l'université puissent quand même recadrer les organisateurs. Laisser l'assemblée générale se dérouler sans violence, et ce que nous sommes en train de voir, et qui circule partout dans le monde à travers les réseaux sociaux, lequel est mieux?
Il s'agit de l'image de notre pays. Cette image n'est pas bien. Tout récemment, tu te rappelles, au Niger, la même scène a failli se passer. Oui. Un étudiant est mort. Le ministre de l'Éducation a été limogé parce que les étudiants ont dit pour continuer toute discussion, il faudrait que limoge le ministre de l'Éducation et sa tête est tombée. Oui. Ici, je ne crois pas que ça peut arriver. On peut tuer peut-être 10 étudiants, 20, et le ministre restera en place, rien ne va lui arriver. Parce qu'il y a plusieurs expériences par le passé. Mais ce qui se passe, moi, tout ce que je dis, c'est qu'on peut trouver mieux que ça. Encore que Ferdinand vient de décrire le profil du nouveau président de l'université de Lomé. Est-ce que c'est beau pour lui de voir des militaires sur le campus en train de courir de gauche à droite à mater les étudiants que lui il est censé protéger? Il est le premier responsable de ces étudiants. Il est censé les protéger. Voilà que c'est lui qui fait appel aux forces de l'ordre qui, au lieu de venir mettre de l'ordre, sont en train de mater les étudiants, de les gazer, de les tabasser. Et les images, c'est pas moi qui les dis, les images c'est que tout le monde voit. Est-ce que c'est ça la solution, M. Kokoroko? Et j'ai dit non. Il y a, en toute chose, il y a solution. On peut trouver des solutions mieux et meilleures. Et pour moi, la solution, c'était de... On pouvait laisser l'AG passer. Rien ne va arriver. Ça serait une assemblée générale, ils vont la faire, ils vont se disperser. L'AG va décider. Et la décision de l'AG va encore être sûrement soumise aux autorités universitaires. Si ces problèmes comment vous appelez ça, de connexion internet, des problèmes de bourse, ça c'est dans tous les pays d'Afrique. C'est pas spécifique au Togo. Les étudiants, de toute façon, l'homme de toutes les façons cherche toujours perfection. Oui. C'est vrai qu'au Togo, c'est un peu plus dégradant quand tu vois les amphis, quand tu vois, comment vous appelez ça, et comme dans les conditions dans lesquelles les bibliothèques, L'autre fois, j'assistais à une soutenance où je me disais, bon Dieu, c'est-à-dire, ça te fait mal de dire, mais c'était une soutenance d'un master où vous êtes retrouvé dans une salle très sale, poussiéreuse, non aérée, sans lumière. Ah oui? Mais oui, en pleine journée à l'université, il y avait des professeurs comme Anaté et consorts qui étaient là, qui étaient les maîtres de jury. Je me suis dit, mais c'est l'université du Togo ça. La seule salle qu'ils ont, ou plus ou moins, qui est assez propre, c'est les Chinois qui ont offert ça. C'est les Chinois, la seule salle qui est climatisée, où j'ai assisté à une autre soutenance. Là, j'ai dû demander, mais on m'a dit non, ça c'est un don des Chinois. Est-ce que ça c'est bien? Kokoroko doit, en tant que jeune, doit avoir une vision, à mon avis. Je sais qu'il est assez... Et il a la chance d'être proche du chef de l'État. Et je suis sûr que quand lui parlera au chef de l'État, le chef de l'État écoutera. Mais la méthode, même si ils pensent qu'ils ont des raisons de dire non aux étudiants, ça c'est pas par la force. Et surtout, c'est pas en leur interdisant leur âge. Je crois que c'est tout ce qui a déclenché le... Naturellement. Ferdinand, effectivement, face à notre sujet. Moi, je pense que d'abord, les étudiants, il faut qu'on ait une pensée pour eux parce que beaucoup sont blessés. Oui, blessés. Il y en a qui sont à la prison civile de Lomé. Et tout. Et c'est l'expression d'un ras-le-bol général qui sévit dans le pays quand les étudiants demandent leurs droits. Et moi, je dis, le degré de violence qu'on est en train d'utiliser contre ces étudiants-là est inacceptable. Et je pense que il faut que nous consignons ces images-là pour donner une suite à ça. Parce qu'on ne peut pas laisser des choses comme ça se passer dans ce pays. Quand ça se passe et que rien n'arrive aux gens, les gens sont contents. Donc, demain, il faut qu'on sache qui a fait venir les militaires, les gendarmes et les policiers, qui a utilisé les vigiles du campus pour tabasser les gens. Il faut qu'on situe les responsabilités. Même si c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il faut que ces images-là restent. Maintenant, moi, je voudrais adresser un message aux forces de l'ordre. Je crois qu'ils vivent les mêmes situations que nous. Et lorsqu'on les envoie en mission, d'ailleurs, on a même parlé de ce matin, oui, on va y revenir. S'ils sont brimés par leur patron, comme ce qui se passe actuellement à la police nationale, ils courent vers les journalistes pour dire écoutez, il faut nous aider, tout ça. Mais quand on vous envoie en mission, vous êtes là pour le maintien d'ordre, c'est leur job, mais qu'ils fassent les choses avec un minimum de retenue. Avec un minimum de retenue. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la police, vous êtes dans la gendarmerie, la plupart d'entre eux à 45 ans, ils sont à la retraite. Et ils deviennent des gardiens dans les sociétés de gardiennage. C'est comme ça que ça se passe leur vie. Et puis après, leurs patrons, eux, ils sont là jusqu'à 60 ans, 65 ans, ils envoient leurs enfants étudier en Europe. Donc il faut que les gens réfléchissent lorsqu'on les envoie en mission. Réprimer les étudiants, lancer des gaz lacrymogènes dans des mosquées, dans la mosquée à l'université, hors du campus, lancer des gaz lacrymogènes dans des studios de radio qui sont à côté de l'université. Tout ça, je ne sais pas en quoi ça participe au maintien de l'ordre. Donc, moi, je veux les interpeller. Je veux interpeller leur conscience pour qu'ils sachent que lorsqu'on les envoie en mission,
il faut qu'ils mettent de la mesure. C'est vrai qu'on les enseigne ce genre de choses. C'est vrai que parfois quand vous êtes en mission, vous êtes sur le terrain d'opération, il y a des situations difficiles à gérer. Mais il faut faire montre d'une certaine retenue. Moi je dis et je confirme, les étudiants n'ont jamais fait usage de la violence. Moi j'étais meneur à l'université pendant des années. On n'a jamais, même, quand bien même que nous, on était même des pratiquants d'arts martiaux, on n'a jamais fait preuve de violence. À chaque fois que nous sommes, c'est lorsqu'on est agressé qu'on se défend. Mais on n'a jamais utilisé de la violence. Vous voyez, on était à une âge, une fois à l'université, on était plus de 8000 étudiants, et les responsables d'université à l'époque, le responsable du CENU, est allé louer les bandits à Dewi, ils sont allés voir un chef de dojo, c'est-à-dire que le monsieur c'est un karatéka, il a pris tous ces éléments et ils nous ont attaqués à coups de flèche. À coups de front. Mais nous aussi au campus, on avait des groupes de karatéka. Il y avait le Shotokan qui était au campus sud et les gens de taekwondo qui s'entraînaient au campus nord. Mais on ne les a pas laissés faire. Ce jour-là, il y a eu mort d'hommes sur le campus. C'est le responsable des... Il y a eu mort d'hommes sur le campus. Ils sont allés louer des gens, ils les ont habillés dans... C'était à l'époque où on avait joué la canne. Ils n'étaient pas loués, ils avaient leur bureau à Dewi et à chaque fois qu'il y a... Non, la canne au Burkina. Oui, en 98. Voilà, ils les a loués, ils sont venus nous attaquer avec des flèches. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer les problèmes des étudiants comme ça? Donc moi je dis, quand on a la chance d'avoir à la tête de l'université un jeune professeur agrégé de 40 ans, c'est-à-dire que la différence d'âge entre lui et ceux qui revendiquent n'est pas c'est quoi? C'est pas grand. C'est pas grand. La même génération. C'est pas grand, c'est la même génération. Et lui, il a pu avoir assez au bourse, il allait terminer ses études à l'extérieur parce que bon, il était brillant. Ces enfants aujourd'hui, qui sont ses petits frères, veulent avoir les mêmes conditions. Il y a des brillants parmi eux. Pour revenir aussi demain être professeur agrégé pour le pays. Comment est-ce qu'on ne peut pas créer un cadre pour aider ces enfants-là, pour étudier, et on fait comme réponse, on envoie seulement la police pour je sais pas, pour régler le problème. La police, on va en parler tout à l'heure. Quand on est professeur d'université, on ne peut pas en être fier. Je suis désolé. Bien, merci beaucoup Ferdinand. Tout à l'heure, on va revenir sur le cas de la police nationale. Il y a un curieux arrêté, c'est ce que vous écrivez, un curieux arrêté qui semble mettre un grand malaise finalement au niveau de la police nationale. Mais la réconciliation, on en parle depuis plusieurs années au Togo. Loïc Lawson, vous avez le sentiment aujourd'hui que la réconciliation au Togo, elle est sélective, hein? Oui, mais écoute, la réalité, elle est là, tout le monde la voit. Est-ce que d'abord, le H-Kroun a entamé une tournée tout récemment, ils ont fini, et de toi à moi, tu es à Lomé, tu circules, et tu circules à l'intérieur du pays. Quel message et quel retour tu as de cette tournée de sensibilisation que nous saluons, mais est-ce que le message est passé? Première question. Seconde question, nous sommes partis par rapport à l'interview que Gilbert Bawara lui a accordé, ou bien c'était un débat à l'émission Africa 24. Et au cours de cette émission, si tu as remarqué, le journaliste lui posait la question sur la détention de Pachaya Simbe encore. Eh bien, tu sais que le H-Kroun demande à ce que les milliers de victimes des soubresauts que le Togo a connus puissent pardonner. Et déjà la première question là-bas, et que tout le monde se pose, et que nous avons aussi posé dans l'éditorial, oui, on connaît des milliers de victimes qui vont pardonner, mais à qui elles vont pardonner? À qui elles vont pardonner? On n'arrive pas à ce jour à trouver un seul ou une seule personne qui reconnaît qu'il a eu tort et à qui des victimes vont pardonner. Maintenant, par rapport à la réconciliation nationale qui a été abordée justement au cours de ce débat sur Africa 24, le journaliste a posé la question à Bawara, mais bon, et Pachaya Simbe au moins a publiquement demandé pardon. C'est important. En audience privée. Au niveau de la CDJR. Il a demandé, non, mais même à travers ses avocats, je crois, il a demandé pardon. Il y a eu un courrier, à ce que je cherche en tant qu'il a envoyé pour demander pardon. Mais voilà qu'il croupit toujours en prison. Est-ce qu'on ne peut pas en retour lui pardonner? Oui, c'est vrai que Gilbert Bawara, l'autre fois sur Africa 24, évoquait que la question de la réconciliation au Togo ne concerne pas véritablement Pachaya Simbe. Oui. Parce que lui a été reconnu coupable dans un fait et condamné, et donc doit purger sa peine à la prison civile de Lomé. La question que nous avons posée à l'éditorial, c'est que, bon, ok, il doit purger une peine, mais la loi a prévu ce que vous appelez, comment vous appelez ça, la grâce présidentielle. Oui, remise de grâce. Et ça peut contribuer à quoi?
ça peut contribuer à la réconciliation aussi. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, Pacha a commis un crime, ou bien en essayant un putsch contre l'État, mais qu'on le veuille ou non, il a des partisans. Il a des personnes qui jusqu'aujourd'hui sont en colère parce que Pacha est gardé en prison. Est-ce que aussi la réconciliation aussi passe par là? Parce que si on veut réconcilier tous les Togolais, selon quand moi j'ai suivi le débat et l'analyse du journaliste, c'est qu'il faut arriver aussi à libérer les détenus politiques. Parce qu'il est aussi un détenu politique. Et tu vois, je crois que c'est un peu dans cette envergure qu'on peut arriver à réconcilier vraiment les Togolais. Tu vois ce qui se passe actuellement en Libye avec la communauté internationale et la libération de Saïf el-Islam. La libération de Saïf. C'est pas rien. Je verrai bien la semaine prochaine ou autre fois qu'on revient sur ce débat. Moi, je sais qu'il y a la main de la communauté internationale pour derrière cette libération. Et surtout les États qui ont contribué à mettre la Libye dans cet état. Et ils savent aujourd'hui avec le recul, la France, les États-Unis, que sans le fils de Kadhafi, ce pays ne risque jamais de connaître de réconciliation et sans sa libération, ils seront toujours envahis par les migrants. Ils savent ça. Et c'est pour ça qu'on trouve la formule, on le libère, mais au moment on monte des gens pour être, en tout cas des associations pour dire non, on a besoin de lui à la CPI, sachant qu'il n'ira jamais. Au finish, vous allez voir comment ça va finir. C'est pour dire un peu que qu'on le veut ou non, parfois, pour des situations assez importantes et d'urgence pour un pays qui engage un pays, on ferme les yeux sur certaines choses et on laisse tomber. Abi Alpha, la question de la réconciliation, c'est vrai qu'on l'a toujours évoqué, mais cette dernière sortie du ministre Gilbert Bawara, qu'est-ce que cela vous inspire finalement sur le cas Pacha Gnassingbé principalement? La sortie de Gilbert Bawara, moi personnellement, c'est un fait divers. Ouais, c'est un fait divers. Ouais, ça c'est un fait divers, c'est une parenthèse pour moi. Si je prends la réconciliation dans son ensemble comme un bon processus qui a été bien préparé, quand bien même on sait que il n'appartient pas à ce régime cinquantenaire, il n'appartient pas à un régime dont la population, l'opinion soupçonne la main derrière la violence. Il n'appartient pas au même régime d'initier la réconciliation. Un lion n'écrit pas l'histoire de la chasse. Donc si on suppose que malgré ça, ils ont mis sur pied un processus qui est bien fignolé et qui est en cours, je donne quelques exemples. Actuellement là, la détention, comme l'a dit le confrère, la détention de Pacha Gnassingbé, c'est un cafard dans la soupe. Ouais. C'est un cafard dans la soupe, sa détention, par rapport à la réconciliation. Le second cafard dans la soupe, l'impossible réforme, c'est un cafard dans la soupe par rapport à la réconciliation. Le troisième, la décoration de Kouloum à Atakpamé, c'est un autre cafard. Quand vous faites une soupe... Vous en avez pas mal quand même de cafards. Oui, je vais dire que quand le RPT NIR nous prépare une soupe, si délicieuse soit-elle, et qu'elle est émaillée de cafards, personne ne va approcher. C'est ça, c'est à ça que ça ressemble actuellement l'opinion par rapport à cette fameuse réconciliation. Que les gens cessent de se moquer de la population. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas réclamer le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Soit on accepte les C1 ou bien on n'a pas envie de faire. Donc c'est un peu à ça que ça ressemble. Je dis encore une fois que Mbawara à France 24 ou bien à France 26 par rapport à la réconciliation, pour moi c'est un fait divers. Je ne veux pas trop parler de lui par rapport à ce qu'il a dit là-bas. Donc c'est un peu ça la réalité, mais ça fait triste. Ça fait triste quand ce n'est pas un petit département d'un privé qui aligne des impairs et que c'est au sommet d'une république où les gens ont toutes les manettes, les gens ont le capital humain pour mettre sur pied des équipes qui réfléchissent, pour s'inspirer en se jugant par rapport à ce qui se passe ailleurs et prendre les meilleures décisions de façon à ce que leur politique adhère, la population adhère à leur politique. Quand c'est comme ça, au sommet d'une république, il y a vraiment de quoi faire rigoler. Ferdinand, non, mais je crois que tout a été dit par les confrères, mais je voudrais juste dire que celui qui n'arrive pas à faire la paix dans sa propre famille ne peut pas faire une réconciliation sur le plan national. Si aujourd'hui M. Faure Gnassingbé dit veut réconcilier le Togolais, il faut d'abord se demander si dans sa propre famille il y a la paix. Il n'y a pas que Pacha Gnassingbé seul qui sont en prison. Il y a d'autres aussi qui sont ses cousins, tout ça, qui sont disséminés dans les prisons à Tchévier, à Takpamé, un peu partout. Oui, il y a d'autres Gnassingbé en prison, ils ne sont pas seuls. Et puis ils ont des problèmes. Si des gens
se sont tués aujourd'hui, c'est parce que lui, il a utilisé la force pour les faire taire. Et donc, quand vous quittez la cellule familiale et vous prenez le pays dans son ensemble, on voit aujourd'hui tous les dégâts qui continuent d'être faits. Parce que quand on veut parler de réconciliation, c'est qu'on prend l'engagement de ne plus répéter les mêmes choses. Mais à quoi on assiste? Les étudiants qu'on est en train de tabasser comme des chiens là, qui va les réconcilier eux après? Les gens qu'on a tués à Mango, on fera leur réconciliation quand? Ceux qu'on a tués à Gléi, le jeune qu'on a mitraillé à Agoué lors de la marche sur l'essence, on dit qu'il a été pris par une balle perdue. On va faire sa réconciliation quand? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand vous voyez les actes que le politique même pose, lorsque on va à la fête de l'indépendance et qu'on va prendre les insignes de la République, les insignes sacrés de la République, pour décorer quelqu'un qui a été cité dans des affaires de massacre par les Nations Unies, et non seulement lui seul, on a décoré aussi son homme de mer, qui est son sibille. Et que ces gens-là continuent à ce jour de poser des actes dans la même région, de faire de prendre les gens et demander des rançons. Mais dites-moi, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'on va parler de réconciliation? Donc, le fond du problème dans ce pays, c'est l'impunité. Tant que des gens qui ont commis des actes, qui ont porté atteinte à l'intégrité physique des citoyens, tant que des gens qui ont participé à des massacres ne seront pas inquiétés et qui vont toujours circuler dans les rues, et à la limite même narguer encore les parents des victimes, on ne va jamais s'en sortir. Vous savez qu'on a tué des gens dans ce pays dont on n'a jamais retrouvé les corps. En 2005, on ne sait pas où est-ce que les corps ont été enterrés. Cette vérité-là, on ne sait pas où est-ce qu'elle se situe jusqu'à ce jour. Il y a des versions, des gens disent qu'on a jeté des corps dans des fosses ailleurs, qu'on a enterré certains dans des endroits. Mais il faut vraiment rétablir la vérité pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Merci beaucoup. Donc, tant qu'on n'aura pas tout ça, aller dire sur les médias, sur le plan international que, bon, voilà, que la réconciliation en marche. Je crois même savoir que une dame comme Awanana, là, je ne suis même pas sûr qu'elle est convaincue de ce qu'elle fait. Je ne suis pas... Non, comment ça? Je ne suis pas sûr qu'elle-même, elle croit... Elle croit... Non, je ne pense pas qu'elle croit à ce processus-là. Je ne pense pas. Très bien. Je ne pense pas. Donc... la parole à Loïc, on a juste 1 minute 30, Loïc. Non. Déjà dit que Awanana pourrait ne pas croire à ce processus qu'elle pilote depuis quelques mois maintenant. Je l'ai vu de temps à autre pousser quelques coups de gueule par rapport à certaines situations. Pour que les choses changent en réalité. Pour que les choses changent, et je crois qu'elle le fait si bien. Bon, tu sais, et en réalité, elle est aussi, même les moyens lui manque pour faire réellement son travail. Elle-même se plaint. Mais le problème de ce pays, tu le sais, c'est le courage qui manque aux gens quand ils sont à un niveau et de pouvoir dire ça ne va pas, je jette l'éponge. Awanana, moi je me dis avec son âge et son parcours et tout ce qu'elle a, elle n'a plus rien à perdre. Quand ça ne va pas, il faut qu'elle aille directement voir le chef de l'État, courageusement lui dire ça ne va pas. Qu'à cette allure, on ne pourra pas se réconcilier. Et Dieu seul sait que, tel que les choses se passent, moi, en observateur, j'ai dit que tel que ça se passe, on demande mon avis, j'ai dit que cette réconciliation... C'est-à-dire que quand on est dans un processus de réconciliation, c'est qu'à côté, on multiplie des fêtes qui... Voilà. Tu vois la décoration de Major Kouloum. Et pas plus tard que la semaine passée, ou bien non. C'est dans le début de semaine, on a encore parlé, ils ont encore Kouloum et c'est... Non, actuellement, ils sont en train de menacer les chefs. Il fait... Qui a qui la lettre? Oui. Le maire dedans, le maire actuellement devant. Il ne continue pas à menacer. Quand quelqu'un comme ça, on le décore, je crois que même Awanana a eu à regretter cette décoration. Publiquement, elle a dit qu'elle regrette cette décoration. Ce n'est pas des trucs qui encouragent, parce que quand quelqu'un même est prêt à pardonner, et il voit Kouloum en train de décorer alors que c'est Kouloum qui a contribué à la mort de ses frères, de ses soeurs ou de ses parents, tu crois qu'il peut encore accepter? Et là, il faut que la justice se situe véritablement je vais juste ajouter un mot. Il faut que les Togolais prennent une chose. Désormais, vraiment que les gens m'excusent. Quand on veut nommer des gens à des postes délicats, tels que Ajkoum, tout ce que vous savez, qui apprennent à poser leurs conditions. Soit ils ont la compétence, ils peuvent faire, ils savent compter sur leurs compétences et ils posent les conditions, je veux faire, mais à condition telle. Soit ils n'ont pas les compétences pour le faire, c'est un favoritisme. Là, ils vont s'adosser et puis qu'ils se taisent quand ça ne va pas marcher. Merci beaucoup à Abi Alpha, Ferdinand Haïti et Loïc Lawson. En seconde partie, forcément, sera rejoint par Fabrice Pekézi. Merci à vous et à tout à l'heure.
Deuxième partie de Taxi Presse avec Ferdinand Ité, Abi Alpha, Loïc Lawson. Peut-être qu'on sera rejoint en studio par Fabrice Pechesi. Et nous allons aborder un autre sujet lié cette fois à la police nationale. Ferdinand Ité, vous écrivez ce matin qu'il y a un curieux arrêté finalement qui sera à l'origine d'un grand malaise au sein de la police nationale. Oui, pardon. Il y a quelques soucis à la police nationale. D'abord, il y avait déjà un sentiment de frustration depuis plus de 2 ans après l'adoption du statut particulier de la police par l'Assemblée nationale. Oui. Ce statut devait être promulgué par le président de la République pour que ça puisse prendre effet. Ça n'a pas été le cas et depuis 2 ans, les policiers ne cessaient d'accumuler des frustrations. Et donc, on en était là quand leur ministère en a rajouté une couche. Le 6 juin dernier, le ministère a pris un arrêté pour requalifier ce qu'ils appellent les équivalences des grades. Dans la loi, dans le statut particulier de la police nationale adopté, on a essayé d'harmoniser les grades des policiers par rapport à ceux des militaires, notamment les gendarmes. Donc, vous pouvez voir dans ce document, dit par exemple, les grades hors hiérarchie doivent correspondre au corps des généraux de l'armée. Les généraux de l'armée, le commissaire divisionnaire ou colonel, au colonel des armées, le capitaine de police au capitaine des armées dans le corps des officiers de police, l'adjudant de police à l'adjudant des armées, l'adjudant de police à l'adjudant des armées. Donc, c'était ce qui était prévu dans le statut adopté. Maintenant, le ministère a cassé tout ça et a sorti un arrêté qui dit par exemple que je vous lis ça rapidement. Le commissaire principal de police correspond au commandant chef d'escadron à la gendarmerie. Le commissaire de police au capitaine. L'officier de police de première classe au lieutenant. L'officier de police de deuxième classe au sous-lieutenant. L'officier de police adjoint de première classe à l'adjudant-chef. L'officier de police de deuxième classe à l'adjudant. Le brigadier de police au maréchal des logis, sergent-chef. Le brigadier de police au maréchal des logis, sergent. Et le gardien de la paix au caporal. Ce qui est au vu des policiers un scandale, puisque ça rabaissait leurs fonctions au niveau des fonctions des gens avec qui ils n'ont pas le même niveau. C'est-à-dire au niveau des grades. Voilà, surtout aussi quand ils sont dans des missions de paix. Parce que quand on ramène le niveau d'un commissaire de police à un sous-lieutenant, vous voyez ce que ça donne en termes de diplôme. Et donc, il y a un policier un officier de police qui a fait un audio pour protester contre cette décision-là. Il a fait un audio, puisque c'est la tendance sur WhatsApp, pour dénoncer ce qui a été fait là, de façon virulente. Et puis, il a décrit comment est-ce que la police souffre. Ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de bureau, il n'y a pas de commissariat central, ils ne pensent pas en construire. Tous les commissariats sont logés dans des maisons louées ou saisies. Et donc, il a décrit leurs conditions de travail. C'est quand même osé de sa part. Oui, et il a dénoncé le silence de leurs autorités. Et il a dénoncé aussi le fait que les gendarmes qui sont sous le ministère de la Défense, mais qui sont aussi dans les opérations de sécurité, comme parce que les gendarmes, juridiquement, sont sous le ministère de la Défense, mais participent à des opérations de sécurité. Donc, ils sont aussi sous la responsabilité du ministère de la Sécurité. Que ces gendarmes se sont accaparés de tous les postes juteux au niveau du ministère et les policiers sont relégués à des sous-fifres. Donc il a dénoncé tout ça et c'est arrivé sur la table de leur patron. Donc il a été convoqué à Lomé et mis aux arrêts. Et donc il est actuellement aux arrêts. Et puis après, d'autres ont suivi. Ils ont été aussi, je crois qu'il y en a 2 aussi qui ont été arrêtés. Et donc ça provoque actuellement un grand malaise au sein de la police nationale. Et d'abord du fait que leur statut qui a été adopté par l'Assemblée nationale n'a pas été promulgué jusqu'à ce jour. Et que parallèlement à ça, on prend une décision qui casse tout ça et qui les remet sous les autres, les gendarmes ou les militaires. Et donc c'est vraiment une ambiance délétère au niveau des policiers. Mais bon, comme ce ne sont pas des gens qui ont le droit de parler, oui, celui qui a osé parler, on l'a pris. Et donc, mais l'ambiance est très délétère et ils en appellent à leurs autorités pour que, bon, normalement, la promulgation du statut particulier de la police aurait pu régler toute cette histoire-là. Mais bon, on ne sait pas pour quelle raison on ne veut pas promulguer ce statut, malgré le fait qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale. Il semble qu'il y a des pesanteurs, il semble qu'il y a des
les réseaux qui ne veulent pas que les policiers aient leur statut particulier. Et donc voilà le problème qui se pose. Alors, Loïc Lawson, vous savez qu'aujourd'hui, on parle des forces armées togolaises comme la Grande Muette et ils ne sont pas censés parler. Et là, avec le phénomène de WhatsApp, il y en a qui prennent cette liberté de communiquer, d'exprimer leur état d'âme. Est-ce qu'on pourra dire aujourd'hui que le malaise commence véritablement par gagner le rang des forces de sécurité du Togo? Est-ce que ce n'est pas dangereux finalement? Bon, ce que je peux dire, c'est la Grande Muette, j'en connais pas trop et j'aime pas trop en parler parce que c'est un autre monde. Parce que eux-mêmes, malheureusement, ne parlent jamais de leurs problèmes et comme on dit, soumission, comme exécution avant réclamation. Voilà. Et c'est un monde assez compliqué. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les choses vont plus aller comme avant. Tu verras de ces coups de gueule, on va en trouver. Celui-là, il a fait, il s'est mal pris peut-être et on l'a pris. Mais là, d'autres vont trouver la formule et pour le faire, sans qu'on ne puisse les prendre. Parce qu'ils vont les identifier, je vais dire. Parce que lui, il s'est mal pris, il a été facilement identifié. C'est un peu comme l'épervier qui bégayait un peu, le supporter qui a bégayé, qui a fait un WhatsApp, après il a été ramené à Lomé. Donc tu vois, mais bon, c'est un monde assez compliqué. Maintenant, pour revenir au statut de la police, je ne sais pas qui le bloque et pourquoi on le bloque. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans ce monde de la Grande Muette, il y a beaucoup de coups bas. Beaucoup, énormément. Même dans les grades, pas seulement au niveau de la police, dans la gendarmerie, aujourd'hui, beaucoup sont appelés à franchir d'autres paliers, c'est-à-dire à prendre d'autres grades supérieurs, mais ils sont bloqués par soit leur supérieur, par soit d'autres personnes. C'est aussi ça la réalité. Donc il y a des frustrations. Rappelle-toi quand Yark était lieutenant-colonel, pour arriver à colonel, mais on l'a traîné longtemps, parce que d'autres lui mettaient les bâtons dans les roues. C'est une vérité. Jusqu'à la presse en a parlé, je me rappelle. Donc c'est aussi une réalité de notre armée qui est un peu spéciale et au même moment très disciplinée, comme on dit. Abi Alpha, on sait que la police, je veux parler même des forces armées togolaises, c'est la discipline. On ne réclame presque jamais. Mais quand ça commence pas à réclamer et quand ça commence même pas à parler sur les réseaux sociaux, devons-nous comprendre qu'il y a un vrai malaise, comme Ferdinand l'a écrit, un malaise qui a gagné le rang des forces armées togolaises. Oui, tu sais, entre-temps, moi j'étais tenté de croire que ça n'arrive qu'aux autres. Mais à un moment donné... Qu'est-ce qui n'arrive qu'aux autres? La situation difficile du pays. À un moment donné, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, mais quand tu regardes le monde, la vie que mène le quotidien de certains agents de sécurité, tu te dis, tous sommes dans le même panier. Si ce n'est pas pire que la situation des autres, parce que plusieurs fois, moi j'ai rencontré des hommes habillés, tirant une moto parce qu'il y a eu panissage. Et la première personne qu'il croise sur son passage, il n'hésite pas à lui demander à être dépanné. Parce que une chose c'est d'avoir une panne, je dis agent de sécurité tout confondu. Une chose c'est d'avoir une panne sèche, l'autre chose c'est d'avoir quelque chose dans la poche pour aller se dépanner auprès d'un vendeur. Donc c'est difficile pour tout le monde. Et on sait comment dans l'armée, police, gendarmerie, militaires réunis, on sait comment c'est vraiment une traversée du désert pour porter un galon. Quand tu te sacrifies, à un moment donné, tu as pu traverser tous ces échelons-là, et que pour un oui, pour un non, je ne peux pas dire qu'on te dégrade, mais dans un contexte donné, au moment où même tu as eu l'occasion de sortir des frontières pour montrer de quoi tu es capable, on dilue ton rang, ça fait problème. Tu sais, ma grand-maman, paix à son âme, elle m'a laissé un proverbe. Elle dit que une femme pauvre, son porte-monnaie, elle la garde dans ses entrailles. La femme pauvre, le porte-monnaie de la femme pauvre se trouve dans ses entrailles. Ça veut dire que la femme qui est venue au monde, elle n'a rien eu. Ce sont ses enfants qui sont sa fortune. Les enfants viennent des entrailles. D'accord. Donc ce corps habillé là, même s'ils n'ont rien eu, ils ont leur grade qui fait leur fierté. Que du moins, si on ne peut pas les mettre dans des conditions qu'il faut, telles que... Mais quand ils vont dans les autres, ils reviennent, ils nous parlent. Actuellement, d'autres sont là-bas, on a des contacts avec eux.
quel niveau de vie les autres mènent. Au même moment, sur le terrain, ils sont parfois, je vous ai dit plusieurs fois ici qu'à Abidjan, à un moment donné, les Abidjanais, disons les Ivoiriens en général, ne voulaient voir aucune représentation onusienne, si ce n'est les Togolais. Quand les Togolais passent à travers une fourgonnette, c'est-à-dire on leur jette des fleurs. Et quand les forces d'autres pays passent, on leur crie dessus. Je ne vous renseigne pas. Tous ceux qui sont allés sont revenus, on vous dira. Au même moment, sur le terrain, c'est pour vous dire qu'ils sont appréciés par rapport à ce qu'ils font. Alors que quand tu compares leur quotidien au quotidien des autres, c'est la nuit et le jour. Mais quand au-delà de ça, ils ont une grâce. Ils sont battus. Moi, j'ai grandi presque dans un camp. Je sais comment un soldat fait pour porter un galon. Certains sont restés jusqu'à aller à la retraite. Ils n'ont pas pu porter caporal. Parce que c'est difficile d'avoir. Donc, quand on a pu avoir qu'à un moment donné... Il faut être bien avec un supérieur pour... Tout un processus réuni. C'est tout un processus. Le népotisme intervient dedans, le favoritisme, tout, la compétence, la discipline, surtout la discipline. Il faut être prêt à faire l'âne. Pour avoir le foin. Mais dans l'armée, je dis il faut être prêt pour faire. Tu es arrivé aujourd'hui licencié au CENI de Cara pour la formation pendant les 6 mois là. Si tu veux montrer que tu es sorti du campus avec un bon français, mais tu te trompes. Tu te trompes de terrain. Tu dois parler le français. Que le militaire qu'on a pris à Chichao dans la brousse, il n'est pas allé au champ, ou bien le cousin qu'on a pris chez moi dans la vestibule, tu dois être prêt à revenir parler son français. C'est ça aussi l'armée. Et quand avec ça on traverse, on va à un niveau donné qu'il faut diluer, ça fait problème. Je vais terminer avec cette parenthèse. Je dis souvent que quand on tombe, ne regardez pas trop là où on tombe, regardez là où on a trébuché. Mieux que ça, je crois savoir que le statut là qui a été voté n'a pas jusqu'à présent été promulgué par le président de la République. Il y a quand même un délai. Hein. Quand il ne promulgue ça n'a pas été promulgué, ça fait problème. Mais, vous vous rappelez qu'à un moment donné, on s'est plaigné aussi de la cour des Kwans, oui, où le chef de l'État avait cette démarche à faire qui n'a pas été faite. Et qui est cette situation plus ou moins dédommagée, c'est-à-dire ça donnait un argument à la Cour suprême, à la Cour des comptes de ne pas travailler, de ne pas faire son rôle. Quel rôle joue actuellement le chef de l'État pour cette situation pourrisse, pour qu'on soit obligé de ravaler son crachat? On vote une loi par rapport à un corps de métier. Après, c'est le ministre qui revient sur ses pas, ça crée des problèmes sur le terrain, ça fait problème. D'accord, merci beaucoup Abiata. Moi, je voulais juste dire que dans notre société, dans ce régime, chaque secteur a sa minorité. Dans l'armée aussi, ils ont leur minorité. Cette minorité dont on parle, qui exploite toujours les autres. Vous avez des militaires qui, depuis qu'ils sont sortis de formation, n'ont plus jamais tiré un coup de fusil. Ils sont dans des champs, ils sont au service des comment je dirais ça, au service des maîtresses de certains officiers. Ils sont chauffeurs chez des gens. La dernière fois, moi j'allais vers Kégué, et puis j'ai vu des militaires qu'on a déversés dans des champs, qu'ils étaient en train de cultiver. Vous voyez derrière Togo Télécom, entre Togo Télécom et la nouvelle présidence, oui. Entre le quartier administratif qu'on est en train de construire actuellement, oui, les Chinois sont en train de construire, voilà, on construit le Parlement aussi. Et la nouvelle présidence. Maintenant, entre le centre islamique, oui, et le feu rouge qui va vers l'hôpital de Kéké. Oui. Moi j'ai vu des militaires là-bas, et ils étaient en train de cultiver. Et comment est-ce que dans un pays, des gens qui ont été recrutés et payés sur le budget de l'État vont aller cultiver dans les champs d'un baron du régime? Parce que les gens qui plantent le maïs là-bas, on sait qui sont-ils? C'est des gens qui sont dans le système. Moi j'ai reçu plusieurs fois à ma rédaction des militaires qui sont venus se plaindre chez nous qu'on les envoyait au champ, à l'aéroport, et qu'à l'aéroport, les terrains qui sont là-bas sont des terrains bloqués par les officiers. Donc les généraux ont chacun leur parcelle, et quand ils arrivent,
on finit de monter les drapeaux, tout ça, on donne les consignes et puis ils vont dans les champs. Donc voilà à quoi une partie de l'armée togolaise est destinée. Les gens sont frustrés, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un plan de carrière dans l'armée. Les gens, comme Abil a dit ou Loïc l'a dit, en disant, moi j'ai tel grade aujourd'hui, dans 2 ans, je suis sûr que bon, je serai commandant quand le commandant sera colonel et puis après je vais monter. Non, on donne les grades aux gens selon la loyauté qu'ils ont, selon le zèle qu'ils font. Et ceux qui doivent avoir un parcours normal font des années pour pouvoir gravir les grades. Et ça pose des problèmes. Et donc, ce secteur est aussi victime de tout ce que nous subissons dans le pays. Sauf que, bon, c'est un secteur, comme on l'a dit, fermé. Les gens parlent à basse voix, les gens se plaignent. Et vous avez vu, les militaires, quand ils finissent à 40 ans, ceux qui n'ont jamais eu de grade, ou 42 ans, à 40 ans commence la vie, et ou finissent à 42 ans, ils sont bien obligés d'être des gardiens de nuit dans plusieurs entreprises pour pouvoir joindre les deux bouts. Quand vous avez 40 ans, votre enfant n'est pas encore au collège en réalité, ou bien n'est pas encore à l'université. C'est là où les dépenses sont vraiment importantes. Et donc, il n'y a pas de fonds pour pouvoir soutenir ces gens-là. C'est pour ça que la dernière fois, je disais, quand on prend plus de 95 milliards pour aller acheter du matériel d'écoute, alors que cet argent-là, on aurait pu le dépenser pour améliorer les conditions des militaires et des policiers, ça pose un problème. Quand vous allez au Ghana, les militaires ont des logements. Oui. Quand vous allez à Accra, à Tema, un peu partout à Ho, vous avez les logements des militaires qui sont quand même des logements très propres, jolis. La police a des logements, les gendarmes ont des logements. Mais au Togo, c'est l'Union européenne qui finance l'école de police je crois, à Davier depuis. Et je ne sais même pas si le Togo a fini sa contribution. Et les gens sont là-bas, ils traînent dans la brousse. Donc ça pose finalement un problème. Et quand vous circulez à Lomé, 50 ans après les indépendances, la ville de Lomé n'a pas un commissariat central. Il n'y a pas un commissariat. On a un commissariat central. Non, c'est-à-dire que je parle du local. Et même là où ils sont, ils ne payent pas le loyer. Comment ça? C'est la maison de Teko, ils ne payent pas le loyer. Et donc quand vous allez... On leur a donné ça? Non, c'est-à-dire que... C'est l'État qui a réquisitionné. C'est-à-dire que quand vous allez là, vous voyez les conditions dans lesquelles les policiers sont... Mais les bureaux sont sales, il y a trop de dossiers. Même quand vous allez à la police judiciaire, ils sont submergés de dossiers. La police n'a pas un quartier général. Je crois savoir qu'on a décidé de leur faire construire un truc derrière la station d'essence de l'Otogo. Bon, Bolloré vient de prendre ça pour faire un hangar de cinéma. Je ne sais pas ce que... C'est-à-dire que le pays n'a même pas de plan. Aujourd'hui, on décide que telle parcelle, on va construire telle ici, telle parcelle, on va construire telle ici. Donc, il y a fondamentalement un problème de gestion du pays. Bien. Et je pense que si les policiers en viennent aujourd'hui à pousser des mouvements d'humeur, il faut que l'autorité prenne la décision. Vous avez voté une loi, il faut promulguer la loi. Et puis après, si vous n'avez pas les moyens pour régler les problèmes qui vont découler de la loi, prenez un moratoire pour dire, on va promulguer au moins les statuts, dans 2 ans, vous allez avoir les acquis et les gens vont se calmer. Merci beaucoup Ferdinand Ité. Bonjour Fabrice Pétiesi. Bonjour à toi et bonjour aux auditeurs. Merci de nous avoir rejoints finalement. Quel est votre point par rapport à ce que vivent donc les policiers? Oui, quand même en ce qui concerne le statut des policiers qui n'est pas encore promulgué, je crois que c'est une déception, c'est vrai. Et maintenant, ce qui cause le malaise qu'il y a et dont Ferdinand a fait cas, je crois que ça ne peut que révolter plus ou moins les policiers. C'est vrai qu'ils font partie de ce qu'on appelle communément la grande miette. Oui. Et je suis d'accord pour dire qu'il faut exprimer parfois, mais peut-être qu'il faut trouver le cadre approprié. Bon, généralement, vous savez, l'armée, la police, le soubassement même, c'est la discipline. Et il y a même cette fameuse règle où on parle d'exécution avant réclamation. Ça, c'est dans l'armée, on voit ça. Et on a l'impression, ce n'est pas une impression, je crois que les droits de l'homme, même ça n'existe pas au niveau des corps militaires. Et donc, faire un vocal comme tout le monde le fait aujourd'hui, je crois que pour un officier de police aussi, c'était pas bien réfléchi. Je crois qu'il pouvait peut-être porter la revendication d'une manière ou d'une autre. Et quand on te prend, souffre que ça mérite ce qu'ils appellent la tôle, quoi, parce que c'était pas... Ça sent un peu la menace et tout cela, et aujourd'hui nous sommes nombreux à nous plaindre de ces vocaux, ces messages qu'on balance sur Facebook pour ci, pour ça. Et donc, quand on parle de discipline dans l'armée, dans la police, ils sont un peu comme un exemple, même s'ils restent des humains. Je suis d'accord que la disposition qui a été prise au niveau du ministère n'est pas bien, ça ne les arrange pas, mais il faut donner le meilleur exemple, trouver le meilleur canal pour
exprimer ce mécontentement, cette revendication. Maintenant, on passe. En ce qui concerne leurs conditions de vie, c'est vrai, ça fait partie malheureusement un peu des métiers qu'on qualifie souvent de sacerdoce. C'est comme un peu le journalisme, les prêtres également en parlent. Et l'armée également, on va l'armée pour s'enrichir. Ils le disent toujours. Les officiers qui sont milliardaires. Oui, j'en viens. C'est-à-dire que on vous dira que l'armée, ce n'est pas, enfin, c'est pas un gagne-pain où ils ont une phrase comme cela et tout cela et autres. Et même malheureusement, aujourd'hui, ce qui crée beaucoup plus de frustration, au-delà du fait que, parce que les gens maîtrisent un peu les conditions avant d'y aller. Mais il y a une sorte de 2 poids 2 mesures. Vous pouvez voir un sergent qui est plus riche qu'un général dans l'armée. Et donc, généralement, quand on parle de postes juteux, des missions et tout cela, c'est ça qui crée plus les frustrations au sein de l'armée. C'est vrai que de façon globale, il faut améliorer leurs conditions de vie, mais quand vous voyez le niveau de vie de certains, et je crois que même c'est une guerre qui atteint plusieurs de ces corporations dont on qualifie de sacerdoce, où on ne va pas pour que ce soit au journalisme, même aujourd'hui les clergés aussi, les gens se battent pour contrôler les paroisses où l'argent rentre beaucoup plus. Il y a ces inégalités là qui existent et qui existent également dans l'armée. Et il y a vraiment des gens qui sont très remontés, ils ne l'expriment pas et parfois ils le déversent malheureusement sur des civils quand ils les retrouvent dans une situation. Et donc il faut globalement l'améliorer, mais il faut dire aussi que l'amélioration ne permettra pas. Peut-être qu'il faut aussi des réformes, parce que quand on continue, je ne sais pas si il y a des gens on a recruté des gens avec le CPD. Généralement, il y a moi j'avais mon père qui me disait souvent que quand tu n'as pas de diplôme, ne rentre pas dans la fonction publique, parce qu'on va t'exploiter. Là-bas, c'est les diplômes. Peut-être chercher autre chose à faire si tu as. Mais quand vous y entrez, en temps recruter les gens avec le BPC, le CPD et autres, mais aujourd'hui ça a évolué, les officiers commencent par être beaucoup plus nombreux, les gens font la maîtrise et tout cela. Et donc quand c'est comme ça, vous allez subir. Et effectivement, aujourd'hui, je vais chuter sur un dernier point que Ferdinand a abordé. L'âge, puisque c'est à 20 ans, on vous prend dans l'armée. À 20 ans, et généralement ceux qui rentrent c'est des gens qui se comportent un peu comme si j'ai raté tout dans la vie, le désespoir. Oui, parfois on vous dit on t'a amené à l'école, ça ne va pas, on t'a fait ceci, rentre dans l'armée, et puis tu es capricieux, rentre dans l'armée et tout cela. Et il faudrait que à un moment donné aussi on règle ce problème là. Faut pas que les gens rentrent dans l'armée parce qu'ils estiment avoir échoué partout. Il faut que les gens y rentrent parce qu'ils sont intéressés à y aller. Et effectivement, quand vous prenez le service militaire, parfois, pour ces gens-là, je me demande même si c'est la peine de se marier. Parce qu'à 20 ans, vous partez à la retraite, vous entrez à 20 ans, vous faites 20 ans de carrière, avec un salaire qui ne vous permet même pas de contracter un prêt qui atteint 2 millions. Alors, quel est le lendemain? Aujourd'hui qu'on a déjà ces couches d'individus, je crois qu'il faut trouver un problème de reconversion des militaires qui partent à la retraite à 40 ans, alors que c'est à 40 ans la vie commence. Généralement, ceux qui n'arrivent pas à se reconvertir, on les retrouve également parmi les brigands, les délinquants, puisqu'ils maîtrisent bien le terrain pour avoir fait. Oui, c'est une réalité. Et je crois que c'est un sécuritaire, ils savent comment contourner. Ils savent comment contourner. C'est un problème global. Quand quelqu'un part à la retraite à 40 ans, alors qu'il a encore, généralement, ils ont plusieurs femmes aussi, ça devient difficile et il faut que l'état-major pense voir dans quelle manière. Et je crois qu'il y avait eu des débuts de solutions où on disait même si on vous recrute à 20 ans, il faut au moins apprendre un métier avant d'entrer dans l'armée. Comme ça, à la retraite, si vous êtes menuisier de formation, vous pouvez continuer votre menuiserie. Sinon, si on ne règle pas ce problème, il y aura toujours de ces frustrations-là. Merci beaucoup, Fabrice Petezi. Loïc, il y a un sujet qui, depuis plusieurs semaines, ou je dirais même plusieurs années sur le tapis par rapport à la politique, et cette fameuse histoire de consensus. Ces derniers temps, ce sujet a été largement évoqué. On a écouté l'ANC, la toute partie de l'opposition là-dessus. Ces derniers jours, c'est presque l'offensive du parti au pouvoir uni sur la question du consensus. Quel est votre avis sur le sujet? On va juste passer 5 minutes autour du sujet. Mais non, on a entendu l'avis des uns et des autres. Avant unir, je crois que l'opposition en a assez parlé autour. Maintenant, unir a longtemps gardé le silence. Hier,
tu es arrivé parce que tu es arrivé à faire sortir Christophe Tchao de son... En tout cas, là, à nous dire clairement la position du NIR, parce que je l'ai vu passer sur des radios où il n'est pas arrivé à le dire, il dit clairement, mais là, tu es arrivé, chapeau. Je crois que le consensus, c'est inévitable, on est en politique. Oui. Honnêtement, et pour moi, vaut mieux un consensus qu'une situation d'incertitude qui dure depuis toujours et qui continue de durer. Je crois que quand j'ai suivi Tchao et qui a été repris par certains médias, par certains journaux suite à ton interview, et je crois que la position du NIR maintenant est claire, que par rapport au blocage politique, par rapport à la crise politique qui est due à cette histoire de réforme, et pour unir, il faut que s'il y a réforme, que Fort parte à zéro. Oui. Que Fort reprenne à zéro. S'il y a mandat, il y a limitation de mandat et il y a 2 tours, Fort doit reprendre à partir à zéro. Je crois que c'est pratiquement le problème qui a causé le blocage qui est revenu encore. Et à cette question, je ne sais pas quoi répondre, mais je dis, vaut mieux que j'ai les réformes. Moi, en tant que citoyen togolais, je préfère avoir les réformes avec condition que de ne les jamais avoir. Parce que tel que les choses se passent là, on risque de même pas avoir les réformes si on continue à Faure Gnassingbé de repartir à zéro. De repartir à zéro et on reste dans ça. Le bout du tunnel est difficile à voir. Je dis honnêtement, moi je pense que non. Parce que on va me dire que ce n'est pas peut-être pertinent, mais je dis, je suis pas d'accord, peut-être parce qu'on aurait dû accepter ce problème aujourd'hui, que peut-être c'est encore un mandat ou une sélection, que Fort aura seulement une seule élection. Parce que je dirais pas un mandat. Le sujet a été écrit. Je dirais pas un mandat parce que c'est pas sûr qu'il gagnera l'élection ou qu'il va la perdre. On ne connaît pas encore la position. Mais on a refusé et aujourd'hui tu vois UNIR profite encore pour dire qu'ils veulent qu'on ramène ça à zéro. J'espère que ceux d'en face tireront le son de ce qui s'est déjà passé pour prendre la bonne décision. Abi Alpha, votre commentaire sur ce sujet? Le consensus. Fabrice a écrit mercredi l'indispensable consensus. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Quel est votre avis sur le sujet? Moi, je suis de plus en plus mal à l'aise quand on évoque ce sujet. Je ne souhaite pas trop en parler parce qu'on n'est pas devant une situation normale. La situation qui devait être normale, c'est qu'on devait avoir un régime normal qui respecte ses engagements. Je ne veux pas trop regarder dans les rétroviseurs, mais si actuellement la revendication des réformes est devenue une carte de rappel qu'on brandit à tout moment au régime, c'est quand même donné, les gens ont signé. Et quand on signe des engagements, un État c'est une continuité, et ça vous lie, et jusqu'à présent ça lie. Je ne crois pas savoir que ce qui est contenu dans les réformes, c'est de la mer à boire. Donc, si ceux qui sont au Parlement ou bien ceux qui sont en face du régime en place continuent pas à croire que le système au pouvoir c'est un régime normal et ils vont utiliser continuer par croire en leur politique en leur bonne foi, en leur politique de l'autruche pour, n'est-ce pas, endormir, ça les regarde. Moi, je ne crois plus, quand on parle de réforme, je ne souhaite pas trop en parler. Tu peux donner à quelqu'un, quoi. Je donne la parole à Fabrice, justement. C'est l'indispensable consensus, là. Ce n'est que ça qui pourra débloquer la situation aujourd'hui. Oui, pas que ça. Mais je crois que quand on écoute les responsables de l'UNIR, c'est ça. Bon, dans la situation politique actuelle du Togo, je crois que là où le consensus est intéressant, en réalité, moi je le dis, en réalité c'est quand on est minoritaire qu'on recherche le consensus. C'est-à-dire que vous savez que si on passe par le vote mécanique, les mains levées ou que ça, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous n'avez pas le nombre de voix nécessaires pour pouvoir faire passer un test. Donc c'est les minoritaires qui sont arrangés par le consensus. C'est un peu comme la justice, c'est les plus faibles qui sont protégés par la justice. Alors maintenant, le vrai problème sur le plan politique, d'abord avant de commencer, il faut reconnaître que la politique reste un jeu. Et il faut le comprendre avant de te lancer. C'est un jeu. Mais maintenant, en ce qui concerne le cas du Togo, là où le consensus est intéressant, parce qu'aujourd'hui le UNIR est majoritaire à l'Assemblée nationale. Bon, il leur suffit de rallier quelques députés de l'opposition et ils peuvent faire passer
une loi à l'Assemblée nationale par rapport au quorum. Alors, mais quelle loi vont-ils faire passer? Ils peuvent également décider de tailler la Constitution sur mesure et aller même jusqu'à un référendum et tout cela. Et nous disons que dans des démocraties dans des pays où la démocratie est un peu fragile, on a besoin d'une cohésion, d'un véritable apaisement. Et généralement, parce qu'on peut avoir aussi des lois, tout est légal, mais le front social est toujours en ébullition. Oui. Et donc nous disons que s'il y a le consensus, au moins ça permet de prendre en compte les préoccupations de ceux qui sont minoritaires. Et c'est une bonne chose, même si en démocratie c'est la majorité qui passe. Mais là où peut-être qu'il faut être regardant, et je reviens sur le jeu politique, il ne faudra pas que la recherche du consensus, qui semble difficile et impossible dans les cas togolais, soit utilisée à des fins pour animer le jeu politique. C'est-à-dire, je suis certain que ce consensus-là, on ne l'aura pas, et moi, je le mets en avant pour gagner du temps. En fait, je crois que c'est un peu ça, c'est ce que je ne sais pas si c'est ça l'intention de l'unir, mais c'est ce que les gens redoutent. C'est-à-dire qu'on mette en avant le consensus. C'est pour pas vraiment dans l'intérêt d'aller rechercher ce consensus, mais peut-être pour jouer le jeu et aller. Mais si ce consensus est sincère au niveau du UNIR, je crois que le Togo en a besoin pour vraiment avoir des tests consensuels. Et on l'a eu par le passé. Quand vous prenez la constitution de 92, tous les partis ont appelé à voter cette constitution. Donc ça voulait dire qu'avant même qu'on en arrive à la constitution, il y avait un consensus au niveau de la classe politique. Et quand vous prenez même également l'accord politique global en 2006, tous les principaux partis à l'époque ont apposé leur signature au bas du document. Donc ça voudrait dire qu'on a réussi quand même à avoir un consensus. Alors aujourd'hui, si on veut de nouveaux tests pour le pays, je crois que ce consensus est possible et il serait intéressant de l'avoir, mais nous espérons tout simplement que ce n'est pas utilisé juste pour animer le jeu politique. D'accord. Ferdinand, votre avis sur le sujet? Oui, moi je crois que, comme on le dit, on a beaucoup évoqué ce sujet-là. Bien entendu. Rappelez-vous, quand on était sur d'autres plateaux, il y a vraiment des années déjà, je vous disais que Faure Gnassingbé ne fera jamais les réformes. Et je vous l'avais dit, je vous le disais, et vous avez dit, mais non, est-ce que je suis sûr, est-ce que j'ai entendu? Je dis, mais il ne fera jamais les réformes. Parce que lui-même, il a dit à des gens qui ont rapporté, il dit, mais tant qu'il est là, il n'y aura pas de limitation de mandat, il n'y aura pas d'élection du tout. Et je vous ai dit, ça fait quoi? Ça fait déjà plus de 5 ans. Mais on est toujours là, il ne fera pas. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les Togolais. Et je ne comprends pas la classe politique, surtout celle de l'opposition. On est dans une situation où vous avez un pouvoir qui est dans un processus de coup d'État permanent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire coup d'État militaire, coup d'État électoral, coup de force. Et puis après, parce qu'on a de l'argent, on a quelques relations dans le monde entier, et puis bon, les gens se taisent. Et à chaque fois qu'ils prennent des engagements, à un moment donné, quand ils voient que les engagements ne les arrangent plus, et que bon, on a un peu oublié ce qu'ils ont fait, dire, ah non, ben, nous on revient là-dessus. Moi j'étais en 1999, je crois que c'était au mois de juin, à l'hôtel de février, quand il y a eu cette venue de Jacques Chirac. Oui. Au temps de Yadema. Moi j'étais là. Et dans le monde entier, sur les micros de RFI un peu partout, Yadema dit à Jacques Chirac, après le hold-up de 98, pour apaiser la situation, je ne me représenterai plus aux élections, je donne ma parole de militaire. Elle est passée où cette parole de militaire? C'était une parole de militaire. Non, c'est-à-dire que elle est passée où cette parole de militaire? Et lui, il a fait tout son règne, il est passé. Le fils est venu, il y a eu des massacres de plus de 1000 Togolais. Les tensions étaient perceptibles dans le pays était vraiment désarçonné. La communauté internationale, les présidents de la région disent, écoutez, malgré le fait qu'il y a eu des morts, entendez-vous pour avancer. On signe un accord, et dès que, bon, ben, il a vu que la situation s'est débloquée, où on n'a plus de pression sur lui, il dit, bon, on remet en cause l'accord. Et on est déçus jusqu'à ce jour. Et à chaque fois, les gens disent, oui, c'est l'opposition qui doit donner... comment l'appelle-t-on? Des assurances. Des assurances au régime. Regardez, depuis 90, tous les acquis démocratiques sont en train d'être avalés étape par le régime. Et des gens reviennent pour vous dire, après 50 ans de règne, que oui, bon, nous sommes les seuls intelligents au Togo. Oui, avec tout le désastre qu'ils ont fait dans ce pays, ils disent oui. En même temps,
on ne va pas demeurer dans ce processus permanemment. Attendez que comment, oui, vous allez finir, mais comment, il faut débloquer la situation. Je vais chuter, vous allez voir. Et donc, après 50 ans de règne, avec tout le désastre qu'on a aujourd'hui, un pays totalement abîmé, des gens sortent et vous disent oui, nous on n'a pas suffisamment fait, et puis bon, on ramène tout à zéro, et on reprend. Et des gens disent oui, les gens pensent que non, il faut laisser passer ça. Je dis une chose, et ça je le dis à toute la classe politique. L'opposition a-t-elle le moyen aujourd'hui d'arrêter? Ce n'est pas une question d'opposition. Moi, je suis depuis longtemps sorti du cadre partisan. Rappelez-vous, j'ai toujours dit, il faut rendre la lutte acéphale. Quand vous allez dans les autres pays, ce n'est pas une question d'opposition qui en fait partie des gens. Il faut que les gens se mettent en tête que les Togolais peuvent régler eux-mêmes le problème. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si même les gens étaient là, ils faisaient de bonnes choses, on pouvait encore accepter. Mais on voit tout ce qui se passe dans le pays. Moi, je dis ceci. Tant que ce système ne fera pas en face de lui un rapport de force conséquent, que cela vienne des Togolais ou que cela vienne des forces organisées, ce système ne reculera jamais. Ils vont toujours évoluer de dilatoire en dilatoire. Ils vont toujours dire, c'est nous, il n'y a personne. Jusqu'au jour où, devant eux, ils trouveront une force pour les arrêter. C'est ça la logique politique. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Faudra dire à Jean-Pierre Fabre, quand il allait le voir, que je ne suis pas un enfant de cœur. Effectivement, les gens nous démontrent tous les jours qu'ils ne sont pas des enfants de cœur. Alors vous ne pouvez pas combattre de manière civilisée les gens qui vous disent clairement qu'ils ne sont pas des enfants de cœur. Merci beaucoup, Ferdinalité. Oui, Fabrice. Quand il dit qu'il n'est pas enfant de cœur, on est sur un terrain politique. Bien entendu. Mais il agit comme ça. C'est un jeu. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas enfant de cœur qu'on doit le combattre avec des moyens illicites. Moi, je crois qu'on est en démocratie et on est en route. Un régime qui prend le pouvoir de manière illicite, vous le combattez comment? Quand on dit de remettre les compteurs à zéro, on ne dit pas qu'on remet le compteur à zéro pour remettre le pouvoir à Faure Gnassingbé. Pourquoi il le fait? Oui, on le fait pour dire qu'il faut donner la chance à tous les Togolais de participer à une élection, pour ne pas tailler une loi sur mesure pour dire bon, on fait ceci et tel soit écarté. Les réformes que nous recherchons, nous ne cherchons pas des réformes pour arranger tel, pour qu'il vienne au pouvoir ou pour que tel quitte le pouvoir et tout cela. Je crois qu'on est dans une situation en démocratie où on va à des élections. Si le cadre, le jeu électoral est clair, je crois que même sans réforme, on peut avoir voir Faure Gnassingbé partir du pouvoir s'il est battu à une élection. Maintenant, faisons le débat sur la crédibilité des élections. Ça c'est un autre chapitre. Donc aujourd'hui, je crois que le fait de dire qu'on remet le compteur à zéro, ça ne veut pas dire qu'on prend le pouvoir dans un plateau pour aller le redonner à Faure Gnassingbé. Oui, parce que beaucoup pensent que c'est comme ça. Mais oui, non, justement, c'est pour cela il ne faut pas penser comme cela. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Penser comme cela. Mais il faut aussi dire que moi, si je suis dans la peau de Faure Gnassingbé, je tâte le terrain parce qu'il s'agit de ça. On ne refuse à personne dans ce monde d'avoir des ambitions. Si je tâte le terrain et je constate que je peux avancer, j'avance. Mais si je me trompe aussi, je supporte les conséquences. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas aussi que les gens soient dans une logique du genre, un jour le gars dira que je suis rassasié, je vous remets. Effectivement, je suis d'accord pour dire qu'il faut en face un rapport de force. Il faut des gens capables également de lui arracher les pouvoirs à travers les urnes. Et il le faut. Merci beaucoup. Je vais juste préciser je vais juste préciser avant que le débat ne continue que on va d'ailleurs passer à l'autre sujet. Ce que UNIR est en train de faire ces temps-ci avec Bawara sur Africa 24, les Tchao, tout ça, vous aurez dû constater que depuis ils ne parlaient pas. Mais depuis une semaine ou bien depuis quelques jours qu'ils ont commencé par parler, c'est parce qu'au fait, ils ont un plan dans le tuyau qui veulent sortir. Donc ils sont en train de préparer l'opinion. Vous connaissez le plan? Non, c'est la nouvelle constitution qu'ils ont rédigée. Pour 7 ans. Pour 7 ans, pour le septennat, ils ont fini de le faire. Maintenant, ils veulent le sortir. Donc maintenant, il faut aller devant l'opinion pour commencer par préparer l'opinion. C'est un ballon d'essai. Tout le monde sait que derrière ces sorties-là, il y a un document qui va sortir bientôt. Et donc, moi je dis... Mais on ne va pas imposer le document. Et Fabrice, je m'excuse, mais il faut que... Quand tu dis, le gars il tâte le terrain, s'il n'y a rien, il va foncer. Mais les autres l'ont fait aussi dans les autres pays. Les gens ont tâté le terrain. Oui, c'est ce que je dis. S'il se trompe aussi, il supporte la conséquence. Le jour où il y a eu quelque chose, c'est pour ça que je dis. À chacun ses ambitions. C'est pour ça que je dis. À chacun ses ambitions. Les Togolais ne vont pas comprendre le jeu qui est en train de se dérouler et s'organiser en conséquence, on restera là, il n'y aura jamais de réforme. Moi j'ai dit ceci. Depuis l'année dernière ou 2 ans, moi j'ai pas voté. Moi je ne voterai plus. Parce que... Non, vous êtes un mauvais citoyen. Non, je m'explique. Vous savez, il y a un grand penseur qui dit,
un peuple qui vote pour des corrompus, qui vote pour des voleurs, qui vote pour des assassins, ce peuple n'est pas victime, il est complice. Moi, je ne serai plus complice de quoi que ce soit. Parce que les élections dans ce pays... Oui, mais tu as toujours dit que les élections ont été volées. Les élections dans ce pays... Voilà ce que tu souhaites arriver au pouvoir. Tu ne les votes même pas. Et après, tu es sur qui sont battus. Il y a plusieurs manières de venir. Merci beaucoup à Ferdinand Haïté et Fabrice Péchézy sur le sujet. On va aborder notre sujet. Abi Alpha, vous avez dressé presque le bilan des infrastructures, de la construction des infrastructures au Togo. Dans votre parution hier, j'ai quand même pris le plaisir de lire l'article. Infrastructures, vous parlez beaucoup plus des braqueurs de la République. Ils sont toujours là? Ouais, les braqueurs sont là, et puis leurs chefs-d'œuvre sont là, du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays. On voit les traces qu'ils ont laissées. C'est un triste héritage qui est difficile à gérer par la population. Il y a quelques jours, nous, on était au nord du pays, et à partir du Bafilo à Lomé, on a profité pour faire un grand reportage sur la nationale numéro 1 que vous connaissez très bien. Vous savez comment on était parmi les premières rédactions à tirer la sonnette d'alerte par rapport au fait que le contournement de Bafilo et d'Aledio ont été mal faits. À l'époque, on n'avait pas eu la chance d'aller jusqu'à Défalé, mais quand on a balancé le premier article annonçant que d'ici peu, ces contournements vont avoir des soucis. Les gens pensaient que nous étions des plaisantais qui exagéraient. Après, le temps nous a donné raison. On a fermé ces contournements pour 1 an pour corriger les travaux. Après, on les a ouverts, mais actuellement, il faut avoir l'occasion d'arriver encore, d'emprunter ces contournements. Mais pour comprendre le caractère dangereux de ces contournements, il ne faut pas être un passager qui a adossé derrière une voiture climatisée pendant qu'un chauffeur souffre avec la route. Il faut être vous-même au volant de votre voiture pour savoir ce que vaut cette route-là. Vous marchez sur une route qui vient d'être faite, ça ne fait pas encore 3 ans. Une route toute neuve, quand vous regardez, c'est joli, vraiment, les Chinois là nous ont vraiment étalé un chef-d'œuvre. Mais tu as l'impression de marcher sur un terrain marécagé, argilé en temps de pluie. Ah oui? En temps de pluie, j'ai pris les photos, nous interpellions dans nos colonnes que ce que nous disions, si l'autorité pense que c'est exagéré, qu'ils fassent une descente de terrain pour voir des affaissements partout sur ce contournement qui a avalé pas moins de 30 milliards de francs CFA. Parce que les travaux, en tant que tel, mécaniquement parlé, ont tourné autour de 20 milliards et plus. Maintenant, c'est ça, un prêt, c'est de l'argent qui a été c'est-à-dire défalqué d'une grosse enveloppe prêtée auprès de Exim Bank, la banque chinoise. Une partie de cette enveloppe a servi à faire l'aérogare, une partie a servi à faire le pont de Makpapé, tout ce que vous savez, le contournement au niveau de Lomé, et une partie allée dans le contournement, et 3 milliards financés par la boîte ont été utilisés pour payer le bureau de contrôle. Quand nous avons dénoncé avec tout ce que cela a eu, après les confrères ont beaucoup relayé, les braqueurs, comme je l'ai dit, je vais parler de ceux qui avaient des responsabilités quand ces travaux se faisaient. Je vais parler d'abord du ministre des Travaux publics, du ministre des Finances et tout ce qu'ils ont autour d'eux comme bureau de contrôle. Quel rôle ils ont joué? Ils ont fait écrire à leurs journalistes que ouais, on ne doit pas les accuser parce que, au fait, ce travail-là, s'il a été mal fait, c'est la responsabilité des Chinois et que c'était un prêt chinois. Et puisque c'était un prêt chinois, la Chine fait partie des pays où, quand tu veux prêter de l'argent pour des infrastructures, c'est en Chine qu'on lance l'appel d'offres. Et donc, vous comprenez que c'est en Chine que l'appel d'offres des contournements là, Défalé, Bafilo 1, Bafilo 2, que c'est en Chine que ça a été lancé, et c'est pourquoi même c'est une entreprise chinoise qui a été retenue et qui est venue pour faire les travaux. Et la seule chance qu'on leur a donnée, c'est que le bureau du contrôle SIRA, un bureau zombie qui est basé à Abidjan, mais dont les pères fondateurs sont maliens, mais qui opèrent beaucoup plus au Togo. Actuellement, 10% des chantiers qui sont terminés, qui sont en cours, sont contrôlés par le même bureau. Quand tu les cherches, j'ai eu toutes les peines du monde quand je faisais le premier dossier sur
ce contournement, a contacté ce bureau. On a mis nos réseaux à Abidjan. C'est difficile de les voir. Jusqu'à présent, ils continuent par être des choses au niveau du nord, au fond nord, au niveau de Dapao. Beaucoup de chantiers actuellement détenus, surtout par Ebomaf, sont contrôlés par le même bureau. Les chantiers où le contrôle ne coûte pas cher, c'est à partir de 3 milliards en allant. Mais ce bureau, est difficile à avoir, difficile de les parler. Donc quand tu arrives sur ce truc-là, d'ici peu, on va encore le fermer. Soit, je vous dis, on va le fermer. Ça, moi, je le dis, je donne ma parole. Ce n'est pas une parole de Yadema sur laquelle on va revenir, comme il l'a dit en 98. Je dis, il faut aller sur le terrain. Il n'y a pas de miracle. On va encore arrêter pour demander aux gens de passer par l'ancienne faille ou bien l'ancien ravin de Bafilo pour que les travaux reprennent, parce que ce qui est là-bas, c'est vraiment triste. Merci Cette beaucoup. voie, on n'a pas pu, permettez que je termine, on n'a pas pu l'agrandir en termes de gabarit, en termes de largeur, on n'a pas pu diminuer son caractère accidenté, en termes de diminuer le nombre de ravins. On produit, l'ancienne voie est faite au temps colonial, mais il n'y a pas des affaissements sur la route. Et quand on nous fait une nouvelle voie qui fait à peine 3 ans que tu dois marcher sur des dos d'âne, ça fait problème. Quand tu quittes la faille et tu prends le grand truc, l'autre scandale sur cette route, tu sais, dans des pays où les autorités qui dirigent ont la tête, une seconde, je donne la parole là où ils ont la tête sur les épaules, quand tu parcours une voie normale, tu vas constater que les ponts sont plus larges que la route elle-même. Parce que, bien sûr, vous pouvez, quelqu'un peut me contredire, quand une voiture, une difficulté s'annonce sur une voiture, elle se débrouille pour arriver au premier pont et garer sur le pont et trouver une solution avant de continuer. Parce que les ponts sont censés être les endroits les plus dangereux d'une route. Et quand chez nous ici, les ponts qui ont été faits avec la première route avant l'indépendance, les mêmes ponts, la même route a été agrandie une première fois avec Yadema. La même route est en train d'être agrandie une deuxième fois avec son fils, avec les mêmes ponts. Ça fait problème quand même. Merci beaucoup, Abi Alpha. Loïc, lorsqu'on sort cette histoire des infrastructures routières, finalement, on n'en sait plus. Là où on en est, le cas de la route Lomé-Vogan-Enfouin, toujours là, quand on interroge les ministres, même les députés. Hier, Christophe Tchaou avait quand même répondre aux questions, bon, sans convaincre véritablement. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un problème? Non, pourquoi ça n'émeut personne, visiblement? Non, ça émeut. Je crois que c'est un problème que tout le monde vit. Mais bon. C'est notre cafard. Oui, dans la soupe, comme dit. C'est même pas un cafard, c'est comme dit Abi. C'est un lézard dans la soupe. C'est un problème que tout le monde vit, le problème des routes. Parce que celles qu'on vient de faire ont déjà des soucis. Oui. Et celles qui ont la chance d'être finies, ça. Celles qui ne sont pas finies sont là où elles sont. Et personne n'arrive à nous dire où se trouve le problème. En réalité, c'est ça. Les médias ont sonné ont tiré la sonnette d'alarme. Certains ont été convoqués à la justice. On les a trimballés au finish. Et ce sont eux qui ont raison. Ce sont les médias là qui ont raison. Tu te dis, mais il y a quelque part où ça ne cloche pas. Parce qu'on ne comprend pas que des gens puissent, dans une république, bouffer l'argent d'une route allègrement et qu'il n'y ait pas de sanction. Et comme l'a dit en début d'émission Ferdinand, je crois que le problème, c'est l'impunité. Les gens s'amusent à bouffer l'argent du pays et ils restent impunis. J'ai suivi Ferdinand la semaine passée qui parlait des ministres des Transports qui dit ailleurs que ben voilà, cette fois-ci on va travailler comme il se doit parce que c'est l'argent du pays. Ça veut dire, vous voyez, des propos comme ça prouvent à suffisance que les gens se disent, bon, endettons le pays comme un peu, enrichissons-nous en retour. De toutes les façons, ce n'est pas notre dette, c'est le Togo qui va payer et c'est les gestions physiques qui vont payer. Ah oui. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Non, moi je crois que on a juste 4 minutes. On n'en finira jamais de parler. Je crois que... 3, d'accord. D'accord. On n'en finira jamais de parler, cette histoire-là. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que tous ces scandales se passent toujours sous un seul ministre et il n'est jamais inquiété? C'est-à-dire que dans un pays normal, le fait même qu'une route ait été mal faite suffit pour qu'on limoge le ministre. Mais nous sommes là depuis des années, les scandales se succèdent. La route Lomé-Vogan, route Tablibo, je ne sais pas quoi, les ponts qui s'effondrent, les routes qui sont mal faites, reprises, encore mal faites, et sous le même ministre, et personne ne dit absolument rien. Ça veut dire forcément que le parapluie de ce ministre-là, c'est celui qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire que ce n'est pas lui seul qui a bouffé les sous. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on ne peut jamais comprendre que dans un pays où un ministre de la République prend des libertés avec l'argent public,
et même de l'argent que nous avons pris chez les Chinois que nous devons rembourser sur 20, 30, 40 ans, que ce ministre bouffe l'argent ou bien que l'argent disparaisse, que les travaux sont mal faits et que le ministre n'est pas inquiété. Je l'ai toujours dit ici, soit il est quelqu'un, je ne sais pas quoi, de puissant et que bon, on ne peut pas le toucher, ou il partage l'argent avec quelqu'un, celui qui doit le limoger, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Ce qu'Abi vient de dire est scandaleux. Les contournements, nous en avons parlé dans ce pays. Oui. Des gens ont écrit pour dire non, qu'on raconte des histoires. On a fermé les routes, on a repris les contournements. Aujourd'hui, on va encore fermer pour les reprendre. Ça fait la 3e fois qu'on fait la même route. Aux frais de qui? Pendant que vous avez dans la capitale des endroits qui sont tellement sales qu'ils doivent être désengorgés. Il n'y a que Lomé dans notre sous-région où les rues des quartiers ne sont jamais goudronnées. Vous allez à Abidjan, vous allez à Accra, vous allez même aujourd'hui à Cotonou. Et même Patrice Talon l'a dit, toutes les rues dans les quartiers doivent être goudronnées pour que la ville ait un aspect plus présentable. Vous allez à Dakar, on n'en parle pas. Au Togo, c'est une seule route qui passe dans la capitale, une autre qui va dans un quartier. Et puis quand vous sortez de la route principale, pour aller chez vous, c'est la croix et la bannière. Ceux qui ont les engins, même ceux qui n'ont pas les engins, dès qu'il pleut, même pour sortir acheter du pain, c'est pas évident. Bien. Et donc quand on est dans un pays comme ça et que quelques individus ramassent l'argent du pays, créent des comptes bidons, mettent l'argent dessus et narguent les populations, ne leur dit rien, ça pose un problème. Ça veut dire que leur chef me met dedans. Une minute, Fabrice, oui, non, sur cette question, je crois que aujourd'hui on a l'impression que ce qui manque à Fort Nyasingbe, c'est un peu la folie. Parfois il faut un peu de folie pour lutter contre la corruption. Et on l'a vu quand vous prenez le Ghana de John Jerry Rawlings, lorsqu'il a fait le coup d'État, il est arrivé, c'était toute une folie. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les questions de droits de l'homme sont là. Même le plus grand criminel, il faut respecter ses droits. Mais en réalité, il faut un peu de dose de folie dans la façon de faire pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Vous avez vu un peu ce que le Guinéen là faisait, Dadis Camara. Mais ça a été un bref passage, mais il a laissé quand même une impression. Oui. C'est vrai que ça paraissait sauvage et pas civilisé, mais quand même, il a laissé quand même une impression aux Guinéens dans sa volonté de vouloir lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Mais ici, jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas parce qu'il y a des scandales qui sont là, mais jusqu'alors, on n'indexe aucun individu pour dire que c'est lui l'auteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un flou total. On ne sait pas si c'est au niveau de l'entreprise, c'est au niveau du ministère, c'est à quel niveau. On n'a pas encore désigné un coupable avant de penser à voir quelle est la sanction qu'il faut lui infliger. C'est dommage. Très bien, messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Ferdinand Haïté. Je rappelle que vous êtes le patron du journal Alternative. Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous. On prendra le plaisir de lire la semaine prochaine, je suppose. Merci beaucoup Fabrice Petiezi. Merci également à Loïc Lawson qui est parti il y a quelques secondes pour une urgence. Heureusement que nous on est à la fin. Merci également à vous tous qui restez avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour d'autres aventures sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Appelez-moi Eric Gato. Au revoir et bon week-end à vous. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.